Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler des règles cette fois-ci de Warhammer Quest Silver Tower. Je vous le rappelle, c'est un jeu qui est édité et sorti chez Games Workshop de 2 à 4 joueurs, 125 €, de type Dungeon Crawler Aventure Coopération Full Coop. Donc soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Et ça vous met dans la peau des héros qui vont devoir jouer les malices et l'enfer chaotique de la Silver Tower, de la tour d'argent du Gun Summoner. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo qui traite de l'unboxing où je présente essentiellement les figurines du jeu, un petit lien va s'afficher, attention, 1, 2, 3, 4, hop, voilà, ici on maîtrise toujours l'espace-temps comme une Silver Tower du coup, et si vous avez vu la vidéo qui traite de l'unboxing, et écoutez, bienvenue dans cette vidéo qui va vous montrer les règles de Warhammer Quest Silver Tower, comment on y joue, comment ça se passe, comment ça se dégoupille, etc. Le petit pitch avant de passer aux règles, vous jouez des aventuriers qui vont déjouer les défis du Gun Summoner durant la Silver Tower, et dans son périple, ils vont devoir récupérer les 9 fragments qui forment l'amulette du Gun Summoner pour pouvoir l'invoquer, savoir son vrai nom, et ensuite lui demander de réaliser les rêves les plus fous dont seul lui a le secret. Donc voici un peu pour le pitch. Sans plus attendre, voyons comment on joue à Warhammer Quest Silver Tower. Rapide petit tour du propriétaire sur le matériel, hein. Je vous ai déjà fait une vidéo d'unboxing, je vais pas m'attarder sur les figurines, ça c'est sûr, je vais juste vous montrer ce qu'on a dans une boîte. Alors on va avoir des cartes de personnages, des dés affiliés aux héros, on va avoir des tuiles, donc là je vais pas tellement vous spoiler dans cette vidéo, je vais vous en montrer 2-3 maximum, histoire de vous montrer comment se joue un tour. On va avoir des cartes de trésors, on va avoir des cartes de compétences, on va avoir ici la piste du destin avec les dés du destin. J'y reviendrai juste ensuite quand je parlerai de la phase du destin, des portails, des tokens de blessure, les 9 fragments qui forment l'amulette du Gun Summoner, hop, qui correspondent à 9 épreuves totalement différentes, donc ils sont symbolisés avec des symboles totalement différents, voilà, si on regarde ici, oh c'est joli et c'est moche à la fois, nous allons avoir bien sûr des fiches de personnages ainsi que la rune Dvinch, alors je ne sais pas si ça dit comme ça, mais bon, moi je la dis Dvinch, qui symbolise le premier joueur. Passons maintenant aux différentes phases d'un round de jeu. Warhammer Quest propose différentes phases durant un round. On va commencer par la phase du destin, ainsi que la phase des héros, qui va suivre avec la phase des adversaires, et pour finir la phase finale. On va dissocier ensemble les différentes phases pour vous expliquer grosso modo comment se joue ce jeu. On va tout d'abord, avant de vous dévoiler toutes les phases, choisir un personnage, prendre les dés affiliés, poser la figurine dans le vestibule, donc là c'est la tuile générique, hein. Vous savez que cette tuile est toujours là, principalement dans les épreuves, et on va passer ensuite sur la fiche de personnage, pour ensuite vous parler de la séquence du round. Que va-t-on trouver sur une fiche de personnage? Eh bien, différentes informations qui vont caractériser votre personnage, votre héros. On va trouver ici l'illustration de votre personnage, le nom du personnage au-dessus, donc c'est le Darkout Chieftain ici. Ici, nous allons trouver 4 emplacements qui vont symboliser les 4 actions qu'on va pouvoir faire par rapport à nos jets de dés qu'on va lancer durant notre début de tour. Nous allons trouver ici des compétences qui vont être affiliées et qui vont pouvoir être utilisées par rapport au jet de dés qu'on va faire. Par exemple ici, la War Axe nécessite un 1+ pour pouvoir l'utiliser. Nous allons avoir ici différentes compétences propres à notre personnage. Le move, c'est le mouvement que pourra faire maximum le Darkout Chieftain. La save ici, ça sera la valeur d'armure que devra faire le Darkout Chieftain pour pouvoir ignorer une blessure. Donc sur un 5+, il pourra ignorer une blessure. Et l'agilité va être principalement sollicitée durant les tests de blocage, mais j'y reviendrai par la suite. Nous allons avoir aussi plusieurs compétences ainsi que des traits. Nous allons avoir des compétences ici d'attaque, donc une charge sur 6+, donc dès qu'on fait un 6 avec nos dés d'action, nous pouvons faire une charge. Nous pouvons avoir aussi un coup fatal qui lui dit que dès qu'il tue un monstre, il va pouvoir bénéficier d'une attaque supplémentaire sur un monstre adjacent à celle-ci. Nous allons avoir le trait, donc le Darkout Chieftain est chaotique et fine lame, et le renom. Le renom, c'est un peu les expériences qu'on va accumuler et qu'on va gagner qui vont nous permettre d'avoir des compétences de personnages supplémentaires. Donc voici
pour une carte de héros. Passons maintenant en revue la phase d'un round. Un round se joue de plusieurs phases. Nous allons avoir la phase du destin. La phase du destin est très simple. Le premier joueur qui a la rune, je le rappelle, de Dvinch, va prendre les 5 dés et va les lancer en même temps. Dès lors qu'il lance les dés, tous les doubles qu'il va faire seront défaussés et les autres vont pouvoir réintégrer la piste du destin. À savoir qu'ici, les 2-2 hop sont défaussés, les 2-5 sont défaussés, et le 3 vient alimenter ici la piste du dessin. Donc on le met sur le symbole bleuté pour dire que c'est un dé valide. Ensuite, pour les doubles, on se réfère directement aux conséquences du destin, et on regarde ensuite ce qu'on doit faire. Il y a des caprices du destin, c'est là si on défausse tous les dés. Les événements inattendus, c'est quand on va défausser 2-1 ou 2-6. Dès qu'on va défausser 2-1 ou 2-6, on va ensuite lancer 2 dés qui vont nous renvoyer à un paragraphe du livret d'aventure. Donc le premier dé, ça va être pour la dizaine. Par exemple, un 4, ça va être du 40. Et celui-ci, 41. On prend ensuite le livret d'aventure et on va chercher la page 41. Donc sans vous montrer grosso modo, voilà, je la cherche à côté pour éviter de vous dévoiler des choses. Et nous allons lire en fait l'événement, voilà, qui est écrit ici, 41-42. Voilà, je montre ça brièvement comme ça évite de vous spoiler. Et ça va être un événement inattendu, donc au lieu de tirer une carte comme l'ancien, là ça va être les dés qui vont vous permettre de lire certaines choses. On va aussi avoir la possibilité d'avoir des familiers sur la table. Alors les familiers sur la table, donc je vous montre pas, hein, les figurines vous les avez déjà vues et en plus elles sont à côté. Donc les familiers, on va avoir plusieurs types de familiers. Donc on en a 4. On a Pug, Plot, Tweak et Slot. Ce sont des familiers du Gun Summoner. Ils vont apparaître par rapport au nombre de dés doubles que vous allez faire. Donc Pug, lui, va arriver avec les 2 défaussés. Ensuite, Plob, lui, va arriver avec les 3 défaussés. Le Tweak va arriver avec les 4 défaussés. Et le Slop va arriver avec les 5 défaussés. Alors, que veut dire justement ces familiers? Les familiers, eux, vont vous permettre soit d'augmenter votre héros, soit vous donner des effets néfastes sur le jeu en soi. Dès qu'ils sont sur le jeu, ils vont soit renforcer le jeu, soit le corser. Vous pouvez capturer un familier. Dès que vous capturez un familier, vous recevez en fait sa veine. Par contre, si vous tentez de le capturer et qu'il s'enfuit, il vous maudit et vous récupérez sa 2 veines. Donc c'est vraiment des conséquences qui sont terribles pour les héros. Les familiers ne se déplacent pas et n'attaquent pas. À la place, ils affectent les héros et les adversaires, comme ce qui est décrit en fait dans le livret de règles. En cas de répit, donc j'y reviendrai bien ensuite sur la phase de répit, les familiers qui n'ont pas été attrapés sont retirés et s'enfuient. Si un héros, par exemple, achève une action sur la même case qu'un familier, il doit essayer de l'attraper. Donc le joueur actif et le joueur à côté de lui vont lancer un dé. Si le résultat du joueur actif, donc du héros, est le plus bas, le familier maudit et s'enfuit. Donc là, il vous sort sa 2 veines. Par contre, si vous arrivez à le capturer, vous le placez sur votre carte héros et vous pouvez le défausser pour utiliser sa 2 veines, donc sa veine, pardon, qui va permettre de renforcer votre héros. Donc vous avez la possibilité de capturer comme ça des petites meupettes qui se baladent partout dans le donjon. Une fois qu'on a lancé les dés, qu'on a défaussé les dés identiques de la piste du destin, qu'on a ensuite fait les effets négatifs ou alors positifs mais plus négatifs de nos dés défaussés, le dé et les dés qui vont rester ici sont des dés que les héros vont pouvoir utiliser durant leur tour. Donc ça va être des actions supplémentaires par rapport aux 4 dés de base qu'ils ont. Dès lors qu'on va utiliser un dé sur la piste, ce dé va être utilisé pour sa valeur. Donc là, pour le 3, on ne va pas le prendre ni le relancer. Ça va être uniquement les valeurs qui sont allouées sur la piste du destin. Et ensuite, 2 cas de figure. Donc, s'il y a un dé, le joueur actif prend ce dé, l'utilise et le défausse directement. S'il y a plusieurs dés, donc à partir de symboles où il y a un 3, 5 et un 6, si le héros qui joue en premier choisit par exemple le 5, il va prendre le 5 et va loquer directement le dé avec une forte valeur. Ça symbolise quoi? Ça symbolise que ce dé ne pourra plus être utilisé par ce joueur. Ça évite justement à ce que le premier joueur rafle l'ensemble des dés sur la piste du destin et qu'il ne laisse plus d'options aux autres. Il pourra bien sûr utiliser un autre dé s'ils sont alloués. Par contre, si tous les dés sont loqués, il ne pourra plus les utiliser.
Les dés loqués à la fin d'une phase du tour du joueur actif sont déloqués, donc ils reviennent sur la piste du destin pour permettre justement au joueur 2 de pouvoir utiliser ces dés. Le joueur 2, le joueur 3, etc. Dès qu'ils vont utiliser les dés, ils vont être sous la condition de loquer encore des dés si possible. Et le dernier joueur, lui, n'a pas cette condition de loquer les dés. Il peut utiliser X dés qu'il souhaite tant qu'ils sont disponibles sur la piste du destin. Donc voici pour la piste du destin. On va passer à la phase des héros. Durant la phase des héros, on va dire que le Dark Chieftain est le premier car il a la rune maléfique. Il va commencer par lancer ses dés. Il va ensuite allouer ses dés sur les cases adéquates, donc voilà, il a 4 actions à faire. Si vous connaissez un peu le système de claustrophobia, c'est un peu le même principe qu'on retrouve ici. Donc chaque dé va lui permettre de faire une action. Différentes actions peuvent être faites avec des dés. On a tout bonnement la phase la plus simple, c'est la phase de move. La phase de move recommande d'avoir au moins un dé qui fasse 1, donc vous êtes sûr à chaque fois de pouvoir bouger. On bouge d'un nombre égal ou inférieur au mouvement, donc ici le Dark Chieftain pourra bouger de 3, on peut bouger de manière orthogonale ou diagonale, donc il n'y a pas de souci, on peut traverser les personnages héros, par contre on ne pourra pas finir son tour sur une case utilisée par un héros ou alors un adversaire, et on ne pourra pas franchir les cases où il y a un adversaire. A contrario, les adversaires pareil ne pourront pas se déplacer où il y a des cases de héros, et ils pourront par contre déplacer au travers des cases des adversaires. Dès qu'on choisit une action, on prend le dé, on le dépense et on essaye de réaliser l'action. La deuxième action que l'on va faire aussi le plus souvent dans Warhammer Quest, c'est d'utiliser un dé, un plus toujours, qui va permettre d'explorer le donjon. Et effectivement, ce jeu est un dungeon crawler, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas la notion de dungeon crawler, c'est l'exploration de donjons, de looter des trésors, de tuer du monstre, etc. Dès lors, dès qu'on va en fait explorer une salle, on va avoir un paquet de decks spécifiques à telle ou telle épreuve qui vont nous permettre de dévoiler différentes salles. Alors on va avoir un nombre, une trentaine je pense de cartes, voilà, donjons, donc je vous les montre pas pour éviter de vous spoiler, là je vais vous montrer uniquement une salle générique, c'est un couloir, ça n'a pas vraiment d'incidence. Donc dès lors qu'on va se retrouver sur une tuile comme ça, où on est à côté d'un portail, on va retourner la carte, donc là il s'agit du corridor du carrousel. Sur le corridor du carrousel et sur une fiche de donjon, on va trouver différentes informations. Donc au-dessus ici, le symbole blanc, c'est le fragment qui nous permet de jouer cette épreuve, donc cette carte est affiliée à ce fragment. Nous allons aussi avoir la tuile en question, nous allons avoir les portails qu'on va pouvoir poser sur cette tuile, un petit background, et on va surtout nous dire de faire un jet sur le tableau de rencontre B. Faire un jet de rencontre, ça veut dire faire popper et spawner des monstres dans cette tuile, le corridor du carrousel. Donc comment ça se passe? On va chercher la tuile directement, on va la mettre ensuite adjacente, donc pour ceux qui connaissent un peu les dungeon crawlers, on met sortie sur entrée ou entrée sur entrée, comme vous voulez, je sais pas comment vous appelez ça. Hop, donc on les colle, ensuite on nous dit de mettre un portail, on met le portail ici, et on nous dit ensuite de faire un jet sur le tableau de rencontre B. On se réfère au dos du livret de campagne, on regarde que le tableau de rencontre B est ici, on nous demande de lancer un D6. Et bien tout bêtement, nous allons lancer un D6, donc le joueur actif, lui, qui a la rune, et uniquement la rune, va lancer son dé, il fait un 5, et sur un 5, on nous dit de poser une Blue Aurore par joueur. Donc une Blue Aurore, c'est quoi? On va chercher les figurines directement, et on va en poser 2, car nous sommes à 2 joueurs. Donc on va prendre, voilà, 2 Blue Aurore, je cherche la deuxième, pla 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 pla, elle est ici, et on nous dit surtout de les spawner au milieu de la tuile. Alors il y a certaines... Alors je me suis trompé de figurine, j'en ai une, mais la deuxième je ne l'ai pas. Elle est juste ici, voilà. Et la deuxième est ici. Donc on nous dit de les mettre au centre de la tuile. C'est le joueur pareil, qui a la rune de Dvinch, qui va lancer les dés du destin, qui va lancer les dés de spawn, les dés de rencontre, les dés aussi d'événements imprévus. Et c'est lui aussi qui va générer les personnages. Il se peut que dans le jeu, vous soyez amené à mettre un groupement de figurines qui possèdent plusieurs figurines avec différentes statistiques. Par exemple,
les Kherik acolytes. Les Kherik acolytes, si on se réfère au livret de règles, voilà, on peut trouver différents Kherik acolytes. Les Kherik adeptes, l'acolyte avec un bouclier, l'acolyte avec un glaive et l'acolyte avec deux lames. Alors que veut dire tout bêtement ces différents acolytes? C'est qu'ils ont différents en fait stats, ils attaquent avec plusieurs dés, ils ont une valeur de vigueur de points de santé qui est plus forte au groupement de Kherik acolytes, etc. Comment se passe le spawn justement de ces groupements génériques qui posséderaient plusieurs figurines à l'intérieur? Eh bien c'est celui qui a la rune qui va choisir quelle figurine mettre. Donc alors, tout bonnement il peut faire ça au hasard, lancer un dé et dire bah voilà, je spawn un Kherik adepte, un acolyte avec bouclier, un acolyte avec glaive ou un acolyte avec deux lames. Il doit cependant régir d'une restriction. Il ne pourra jamais mettre deux fois la même figurine. C'est-à-dire que si on doit spawner deux Kherik acolytes, il ne pourra jamais mettre par exemple deux acolytes avec bouclier ou deux Kherik adeptes. Il sera dans l'obligation de mettre à chaque fois des figurines différentes. Par contre, s'il viendrait à mettre l'ensemble des figurines, donc par exemple ici dans ce groupement 4, et qu'il y aurait encore d'autres figurines à spawn, il serait dans l'obligation justement de choisir d'autres figurines en double. Là, il n'y a pas de souci. Nous avons vu le move, nous avons vu l'exploration, nous allons voir maintenant comment on arrive à tataner les monstres. Au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez pouvoir tawater du monstre, et c'est principalement ce que vous allez faire dans Warhammer Quest, à savoir de l'exploration, bouger vos petites fesses potelées, et surtout aller taper du mobs. Donc pour taper, il faut que vous soyez soit à distance si vous avez des arbalètes ou des armes à jet, ou soit au corps à corps si vous avez des armes au corps à corps. Par exemple ici le Dark Chieftain, lui, ne peut taper qu'au corps à corps. Dès que vous tapez directement au corps à corps, vous vous référez à votre carte, donc on regarde ici. Alors si je fais un 1+, je peux prendre ma hache de guerre, et si je fais un 4+, je peux utiliser la broadsword, donc la grosse épée de malade mental qui trucide des gens en deux. On voit ensuite le range, donc c'est du combat. Tout ce qui est combat, c'est du corps à corps. Les missiles, c'est du distance, et l'AERA, ça affecte la tuile entière directement. On nous dit ensuite le hit, donc on touche sur un 2+ avec la War Axe et sur un 3+ sur le Broadsword. Et si justement on arrive à faire un 2+ ou un 3+, on fait ensuite subir à l'ennemi les dommages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, on avait un 5 et un 6. Donc je suis ici, je peux utiliser mon 5 pour par exemple attaquer à la Broadsword qui me recommande un 4+, donc chose faite, j'ai déjà un 5 sur mes dés d'action, je peux l'utiliser. On me dit que je touche sur un 3+. Je lance tout bêtement ce dé, ou un autre comme vous voulez. Je fais 5, donc 3+, c'est passé. Je vais infliger ensuite un des 3 de blessure à l'ennemi que j'ai choisi. Donc on choisit d'abord, avant de lancer les dés, là je vous fais ça, mais vous avez bien compris, on désigne une cible, on choisit un dé, on l'utilise, et ensuite on voit ce que ça fait. Donc là par exemple, voilà, je fais un 6, D3 sur 6, ça fait 3 blessures. Je tue directement la Blue Aurore. Donc dès qu'on tue un ennemi, on gagne un renom. Le fait de gagner un renom va permettre symbolise plus précisément l'expérience gagnée au combat par votre héros. Quand vous allez faire un tour complet, donc au fur et à mesure que vous allez tuer plusieurs monstres, vous allez ensuite tirer 2 cartes. Donc dès que vous arrivez ici, vous avez fait un tour, vous tirez 2 cartes de compétences, vous en choisissez une et vous défaussez l'autre. Ça représente en fait l'expérience et les nouveaux talents qu'apprend durant l'ascension de cette tour les personnages. Je vous dirai ce que j'ai utilisé comme sleeve, parce que beaucoup me demandent en vidéo ce que j'utilise, je vous dirai ça en fin de vidéo. Au fur et à mesure aussi que vous allez avancer durant votre aventure, vous serez amené à récupérer des blessures. Donc des petits points ici qui symbolisent des têtes de mort. Ces têtes de mort symbolisent les blessures, mais symbolisent aussi le nombre de dés que vous allez pouvoir lancer à la phase d'action. Effectivement, durant votre prochain tour, vous allez pouvoir lancer X dés qui correspond à X emplacements libres sur votre carte. Donc sur ce cas de figure, je vais pouvoir lancer uniquement que 3 dés et non plus 4, parce que j'ai un token dessus. Mais c'est sans compter la vigueur et nos talents de héros qui vont pouvoir se soigner. Le soin se passe toujours sur un dé qui fait 1 ou plus, pardon. Par contre, il y a une petite complexité. La première blessure que vous allez soigner, c'est du 1+. La deuxième blessure que vous allez soigner, c'est sur du 2+. La troisième, 3+, etc., etc., etc. Au fur et à mesure que vous allez vous soigner, vous allez voir que ça va être compliqué de se soigner, car
si vous soignez par exemple de 4 blessures, il faudra avoir ensuite 5 ou 6 pour pouvoir se soigner, et ensuite uniquement des 6, des 6, des 6, des 6. Et ça devient vraiment, vraiment, vraiment compliqué de se soigner ensuite dès lors que vous abusez sur le soin. Donc il faudra vraiment gérer cette notion de soin, savoir si vous pouvez encore récupérer des blessures, savoir si vous êtes obligé de vous soigner car vous n'en pouvez plus et vous êtes ultra limité. Donc il y a une gestion de personnage qui est vachement intéressante sur ce jeu-ci. Il peut aussi arriver, même très fréquemment il arrive, que notre personnage n'en puisse plus du tout, et hop, que tous les symboles sont remplis. Donc là, dans ce cas de figure, il est très fortement blessé. Il n'est pas encore grièvement blessé, il est vraiment blessé. Il ne pourra rien faire à son tour, uniquement et uniquement seulement dépenser les dés s'il reste de la piste du destin pour pouvoir se soigner par exemple, et encore si les dés lui permettent. Si par contre on viendrait à avoir une autre blessure, donc la 5e blessure sur notre héros, ce héros est directement hors du combat. Il pourra revenir durant la phase de répit, phase que je vais vous décrire bien plus tard dans cette vidéo, mais il sera tiré du plateau. Si tous les personnages durant un tour sont hors de combat, donc ils ont tous 5 blessures, ils sont tous grièvement blessés, la partie s'achève et la quête est terminée. Je vous ai parlé tout à l'heure en début de vidéo sur l'agilité des personnages. On va y passer tout de suite en revue ce à quoi ça sert. Donc on va enlever ici les tokens. On va se dire que le Dark Chieftain, lui, souhaite justement s'enfuir de cet ennemi pour pouvoir faire autre chose à côté. Les dés ne lui étaient pas propices et il ne peut rien faire avec. Pour pouvoir s'enfuir, il devra toujours utiliser un dé de move, sauf que ce dé, une fois défaussé, il devra lancer et faire un test d'agilité. L'agilité lui dit que sur un 3+, ce personnage-ci n'est plus bloqué et il va pouvoir bouger et se désengager de cet ennemi. Par contre, s'il fait 2 ou moins, il ne pourra pas se désengager, il restera bloqué, il pourra, s'il le souhaite, défausser un autre dé d'action pour tenter ensuite une autre manœuvre de mouvement, et devra faire ensuite un test d'agilité pour savoir s'il arrive à se désengager de cet ennemi. Une fois que le joueur a fini son tour, donc il a joué toutes ses actions ainsi que ses dés d'action, il va ensuite finir son tour et laisser la main au prochain joueur. Ce que peut faire aussi le premier joueur ou tout autre joueur autour de la table, c'est une fois avoir lancé ses dés d'action, il peut très bien passer son tour. Alors passer son tour, c'est juste reporter le tour et de voir ce que les autres joueurs ont comme lancer de dés et vont interagir avant lui. Donc ça permet deux choses. Déjà, ça permet de limiter son jet de dés foireux en disant bah voilà, j'ai fait un jet de dés foireux, c'est compliqué de jouer en premier, j'attends de voir ce que les autres vont faire pour essayer de justement explorer, faire des choses à côté qui vont nous permettre d'avancer dans le donjon. Ça permet aussi d'éviter que tout le monde lance ses dés en même temps et de se dire bah regarde, moi j'ai fait un jet de dés bien comme il faut, donc laisse-moi jouer en premier, je vais faire ça, etc. Ça représente le chaos de bataille, la confusion et la non-alliance entre guillemets des potentiels héros. À savoir que dans les héros, il y a des méchants et des gentils, le bien comme le mal. Donc tous ici doivent unir leurs forces, certes pour récupérer les fragments de l'amulette, mais c'est un peu chacun pour sa pomme à la fin, parce que bah voilà, je vais récupérer l'amulette et je veux faire mon vœu le plus solennel. Donc voilà, ça permet d'éviter les concertations au départ en disant que bah, tout le monde lance ses dés. Non, c'est un joueur va lancer ses dés, le joueur actif. Une fois qu'il a fait ses dés d'action, les dés du destin qu'il a utilisés, etc., on passe au deuxième joueur qui lui va lancer ses dés, et ensuite il aura la possibilité lui aussi de passer. Par contre, s'il passe, on continue le tour de table. Donc par exemple, celui-ci a joué, le Night Questor dit je passe, le nain par exemple ici, éphémère, joue son tour, on revient au Night Questor qui lui doit jouer obligatoirement les dés qu'il a lancés. Concernant l'exploration, je vous ai dit que durant l'exploration, nous allons poser l'ensemble du paquet de deck à la sortie et une carte du dessus du paquet va être révélée. Il se peut que nous arrivons à ce genre d'embranchement, donc je vous spoil encore une tuile, voilà, je vous montre en même temps, celle-ci est pas mal. On arrive à certains embranchements, donc par exemple, si nous arrivons d'ici, nous allons scinder le paquet de cartes exploration de ce côté ainsi de ce côté. Donc en commençant par la carte du bas, nous allons distribuer une carte ici,
ici, une carte ici, une carte ici, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dans le paquet d'exploration. Ça représente un peu les embranchements et le fait que les héros pourront se perdre s'ils vont du mauvais côté, tomber sur des cul-de-sac, etc. Sachant que des salles vont disparaître au fur et à mesure que la partie avance. Ça va semer un peu le labyrinthe et la confusion des héros. Une fois que tous les joueurs ont fini, nous allons passer à la phase des adversaires. Le joueur à la rune active, donc ici le Dark Chieftain, va ensuite jouer le groupement des adversaires et tous les groupements. Deux cas de figure arrivent durant cette phase des adversaires. Le premier et le plus simple, c'est quand il y a des adversaires sur la tuile majeure, la tuile actuelle. Dès qu'il y a des adversaires, sur n'importe quel tuile, je vous ai dit majeur, mais en fait n'importe où, dès qu'il y a des adversaires, on est obligé de les activer. Comment s'activent les adversaires? Eh bien, tout bonnement, hop, le joueur avec la rune va regarder le tableau de comportement des horreurs, par exemple ici. Nous allons lancer un D6 et nous allons voir ensuite ce que vont faire les Blue Horrors. Par exemple, sur un 1 et 2, c'est des gerbes de flammes azurées, le 3 et 4, le tourbillon ardent, pardon, et le 5 et 6, la virée malveillante. Donc au fur et à mesure que vous allez avancer, les ennemis vont avoir une semi-intelligence artificielle. Ils vont être tributaires du dé certes, mais ils vont avoir vraiment un aspect autonome. C'est pour ça que je vous ai dit que ce jeu peut très bien se jouer en solo, en prenant par contre 2 héros, car c'est un full coop. Donc soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Donc on a pareil, hein, on a aussi le tableau de comportement pour chaque héros, ainsi que pour le monstre, voilà, le gun de summoner, etc. Donc il n'y a pas de souci, là-dessus tout le monde régit sur une table de 6. Pour attaquer, eux, pareil, ils vont avoir des stats. Si on reprend la Blue Aurore, on voit que ses stats à elle, voilà. La Blue Aurore, elle attaque, par exemple, au corps à corps, avec un 2D et sur un 3+, elle inflige un dommage. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va lancer 2D et sur 3+, elle va toucher. Elle va pas blesser, elle va toucher. Et c'est une notion vraiment importante si vous n'êtes pas figuriniste, suivez un peu. Donc du coup, elle va lancer ses 2D et on a dit que sur un 3, elle touche. Pour chaque touche qu'elle va faire, elle va potentiellement infliger une blessure. Le Dark Oath, lui, Chieftain, donc les héros en général, peuvent sauvegarder et peuvent encaisser des blessures sans prendre justement de blessures graves. Donc lui, on voit que sa sauvegarde d'armure est un 5+. Donc on voit qu'il y a une touche qui passe, donc celle-ci on n'en prend pas compte. On va lancer un dé, et si nous faisons 5 ou plus, la touche justement est annulée. Le joueur qui nous a touché n'inflige pas de blessure. Par contre, on a fait un 3 qui est moins que 5+, donc là on va se prendre directement une blessure. Le héros qui se prend une blessure peut aussi être sonné. Donc sonné, on retourne juste le token, et voilà, on trouve la marque sonné. Alors sonné a deux conséquences. Quand un héros est sonné, durant son tour de jeu, il ne pourra pas utiliser, c'est comme si c'était une blessure. Ça n'inflige pas de blessure, mais ça limite le stock du dé. Par contre, à contrario, à la fin de la phase, c'est défaussé. Pour les adversaires, c'est pareil, sauf que eux, ils ne vont pas pouvoir bouger, ils vont pas pouvoir s'activer. Donc une figurine avec un pion stun ne bouge pas, mais se défausse du pion stun. Le cas de figure aussi des blocages est imputé aux ennemis, c'est-à-dire que la Blue Aurore, pour pouvoir par exemple se désengager, on lui dit que sur sa table de 6 de comportement, elle doit bouger au plus loin et envoyer par exemple une attaque missile, elle va devoir faire un test d'agilité. Si elle réussit son test d'agilité, donc elle va pouvoir se désengager et faire son attaque, sinon elle ne bouge pas, mais elle peut faire son attaque si l'attaque est possible, bien évidemment. Le deuxième cas de figure, c'est si nous arrivons à la phase d'adversaire et nous n'avons pas de figurine ennemie sur le plateau. Qu'est-ce qui se passe? C'est une phase qui est dite de répit. Durant la phase de répit, nous pouvons mettre tous les joueurs, alors on va dire que la personne était là, nous pouvons mettre n'importe quel nombre de joueurs où l'on veut. Donc on cherche un peu la salle, on se met où on veut. Donc tout le monde va solliciter bien sûr la sortie pour pouvoir découvrir un peu plus le donjon. Chose que vous devez faire durant une phase de répit. Vous devez voir s'il n'y a pas une embuscade par les démoniaques Twinch. Alors pour ce faire, vous lancez un D6 et vous additionnez au résultat le nombre de compétences de tous les joueurs. Si vous faites un 9 ou plus, il y a une embuscade. Vous lancez un dé, vous regardez sur le tableau d'embuscade et vous générez des personnages, des ennemis qui vont être cette fois-ci sur la sortie de la tuile. Ça montre justement une embuscade, les personnes qui arrivent directement. Si vous faites rien, vous avez le droit à votre phase de répit. Durant la phase de répit, on peut faire deux choses. On peut soit se soigner, donc on lance un des 3 et on se soigne d'autant de blessures, ou alors chercher la salle pour un trésor. Quand vous cherchez la salle pour un trésor, vous lancez un des 6 et sur un 4+, vous trouvez un trésor.
Quand vous trouvez un trésor, vous prenez tout bonnement la carte ici, hop, vous la prenez et vous la mettez à côté de votre héros. Ce héros a gagné ce trésor, il l'a trouvé. Et ensuite, vous pouvez continuer durant l'autre phase qui est la phase finale. Un autre cas de figure, c'est qu'on ne peut pas avoir deux phases de répit successives. La prochaine sera directement un événement imprévu. L'événement imprévu, je vous le rappelle, on lance un dé pour les dizaines, et on lance un autre dé pour le chiffre. Ici, on a fait par exemple 64. Nous allons lire le passage 64 dans le livret d'aventure, ce qui permet justement de casser le rythme. On ne peut pas permettre de rester sur une tuile en se disant bah non, on fait rien ce tour-ci, on va looter des cartes, on va looter des trésors et puis partir avec un gros stuff. C'est pas possible. S'il y a deux répits qui se suivent, vous êtes dans l'obligation d'avoir des événements, et les événements, Dieu seul sait que c'est des choses vraiment dégueulasses qui se passent. Sachant que deux répits, moi dans mes parties, j'en ai pas tellement eu de suite. Il y a toujours des effets qui vous pourrissent, etc. Donc c'est vraiment compliqué aussi d'avoir une promenade de santé dans le donjon. Donc une fois qu'on a fait la phase du destin, qu'on a fait la phase de héros, donc tout le monde a exploré, s'est déplacé, a tapé, etc. La phase des adversaires, donc on a joué le groupement des monstres, etc. Nous allons passer la rune au voisin de gauche. Celui-ci va devenir le premier joueur, le joueur actif. Il va avoir donc les dés du destin à lancer. Il va ensuite avoir les dés de monstres et l'activation de monstres à faire, etc., etc., etc. Et les salles, durant cette phase finale, peuvent disparaître. Alors les salles qui peuvent disparaître, c'est un concept nouveau ici dans Warhammer Silver Quest, qui n'existait pas dans la première version. Ça symbolise un peu le désarroi, l'effet changeant, le donjon qui change en même temps que vous allez évoluer dans le donjon de la tour d'argent. C'est vraiment sympa parce que du coup vous pouvez pas rebrousser chemin pour retrouver votre chemin parce que le chemin va changer, vous allez tirer une autre carte d'exploration, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Comment disparaissent les salles? Eh bien, nous allons voir la salle majeure. La salle majeure est la salle qui regroupe le plus de héros, donc celle-ci est la salle majeure. La salle majeure n'est pas infectée par l'effet de disparition des tuiles, donc cette salle ne pourra, à la fin du tour, à la fin du round, durant la phase finale, si vous avez bien suivi, ne pourra jamais disparaître. On nous dit aussi que les salles annexées à la salle majeure ne peuvent pas disparaître et que les salles annexées à cette salle qui est annexée à la salle majeure ne peuvent pas aussi disparaître. Donc si on a bien suivi, celle-ci ne disparaît pas, celle-ci ne disparaît pas, celle-ci ne disparaît pas. Par contre, toutes les autres, donc au-delà de celle-ci, elles vont disparaître. Alors deux cas de figure, c'est soit il n'y a personne sur la tuile et donc c'est disparu, et plus personne, tout le monde s'en fout, donc on va réexplorer, etc. Autre cas de figure, s'il y a des monstres ou un groupement d'ennemis, ou alors des héros à l'intérieur, ces héros sont perdus dans le labyrinthe, donc ils sont dans le warp, appelez ça comme vous voulez, ils sont en train de tomber dans la folie la plus meurtrière et la plus passagère. Donc dès lors, on augmente directement ses blessures de 4. Il sera retiré du jeu. Donc par exemple, si lui était ici, hop, on le retire du jeu. Il pourra revenir durant une phase de répit, mais avec 4 blessures. Donc on remet ces 4 compteurs de blessures. Si on a une phase de répit, il pourra popper durant la phase de répit, mais avoir 4 blessures. Alors, ensuite, avoir 4 blessures, ça sous-entend qu'il devra uniquement utiliser les dés du destin pour pouvoir jouer, ou alors se soigner pour pouvoir justement éviter d'avoir à ne pas jouer ses dés d'action. Et une fois que nous avons fini la phase finale, une nouvelle séquence du round commence, etc. etc. On fait ça durant X temps jusqu'à ce qu'on arrive au dénouement. Le dénouement ensuite nous permet de gagner ou non des amulettes. Si nous gagnons ou non des amulettes, on doit savoir si on garde nos cartes trésors entre chaque aventure. Donc sur un 1, 2 ou 3, on enlève nos cartes trésors, donc on va lancer X dés par rapport à X cartes trésors. Si on en a 2, on va lancer 2 fois le dé pour savoir si on garde ou non. Et sur 4, 5, 6, le héros garde les cartes trésors. Pour les compétences, c'est pareil. Donc par contre, si on a un fragment d'amulette et qu'on vient de réussir ou non une épreuve, on va garder une compétence par joueur. Donc là, il n'y a pas de souci. Si on a 2 fragments d'amulette, on va en garder 2, etc., etc. Si par contre, on a des compétences et qu'on n'a aucun fragment d'amulette, eh ben on va garder rien du tout, on va défausser toutes ces compétences. Ça symbolise un peu la rêverie, le fait que les héros soient dans un effet de rêve, qu'ils perdent leurs compétences et qu'ils se souviennent plus de ce qu'ils ont fait en fait auparavant.
Donc on est vraiment dans le thème du rêve, du mystique, de l'aléatoire, d'un donjon changeant, d'une horloge un peu miniature qui serait en perpétuel mouvement. Et c'est assez déroutant, mais ça colle vraiment, vraiment au thème, et ça, c'est un bon parti qu'ils ont fait là-dessus. Durant le jeu, nous allons aussi pouvoir retrouver des compagnons et avoir des compagnons qui arrivent comme ça par un effet de carte ou d'événement. Le compagnon, lui, vient toujours avec la personne qui a la rune. Un compagnon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est juste un autre héros qu'on n'a pas utilisé, donc on met ça directement sur le personnage. Donc lui jouera toujours avec la personne qui aura la rune. Dès que la rune va passer à un autre joueur, le compagnon, lui, part avec la rune. Un compagnon, comment il agit? Il agit comme un autre joueur, sauf qu'il agit à la fin. Il ne pourra pas looter de trésors, il ne pourra pas looter des cartes skill, il ne pourra pas, quand il tue, augmenter son renom, il ne pourra pas utiliser les dés du destin, et il aura uniquement que 3D. Après tout, le compagnon, c'est juste un protagoniste en fait secondaire, donc finalement, lui on s'en fout. Sachant qu'il est amené à partir et à vous laisser dans votre merde si à la fin d'un round un événement est inattendu ou un répit se produit, le compagnon est retiré du jeu tandis que les autres suivent le chemin. Nous allons aussi avoir les pouvoirs des amulettes. Comme je vous l'ai montré ici, les fragments vont constituer l'amulette du Gun Summoner qui va nous permettre de le récupérer et de l'invoquer pour savoir son nom et pour réaliser notre rêve le plus cher. Le pouvoir de l'amulette, en fait, les fragments de l'amulette peuvent être utilisés durant une épreuve et une seule épreuve. Donc par exemple, si durant une épreuve on a un fragment d'amulette, on peut l'utiliser pour soit se soigner d'un des trois au début de notre tour avant d'effectuer nos jets d'action. Si le héros par exemple est grièvement blessé, on le place dans la salle actuelle avant de soigner les blessures. Sinon, on peut relancer toute une partie de dés avec notre jet d'action avant d'effectuer notre première action, ou alors on peut relancer toute une partie des dés de destin avant d'en défausser si on est le joueur à la rune. Donc ça nous permet en fait voilà, de faire des choses diverses avec les fragments de l'amulette, à savoir que c'est uniquement une fois par tour, enfin une fois durant la partie en question, là, et ensuite c'est marre, c'est fini. Et voilà donc comment se joue Warhammer Quest Silver Tower. Là, les dernières minutes ensemble vont nous permettre de voir ce qu'il y a après Silver Tower, comment augmenter en fait sa longévité, ce que Games Workshop a mis en place, et surtout mes avis sur l'ancienne version et la nouvelle, parce que moi j'ai eu le bonheur, étant tout petit, quand j'avais pas beaucoup de poils au menton, alors que maintenant j'ai une touffe amazonienne, ce qui change et voilà ce qui manque à cette version pour mon avis. C'est uniquement mon avis, donc ne prenez pas ça comme des paroles d'évangile ou quoi que ce soit. Alors pour promouvoir leur jeu, ils ont mis une application, pardon, je m'en mets les pinceaux, une application sur un smartphone et iOS. Ça vous permet en fait de sauvegarder votre partie, de savoir que lui a eu cette compétence, a eu ses cartes, au lieu de noter sur un papier, etc. C'est sympa, c'est gratuit, donc c'est en anglais, bon, c'est pas compliqué, et ça vous permet en fait d'avoir des héros supplémentaires. Alors les héros supplémentaires, il faut avoir les figurines bien sûr, permet justement de renflouer un peu les caisses de Game Workshop, ou alors d'utiliser les figurines si on a des bataillons, ça c'est vraiment classe aussi, d'incorporer des figurines au jeu. Si des gens jouent à Age of Sigmar et ils ont les figurines, ils peuvent les mettre dedans et c'est cool. Pour les héros, il y a une liste de héros, je sais plus tellement, je crois on approche les 15-20, il y a eu un héros pack qui est sorti avec 4 héros qui sont dans le livret d'aventure, je vais vous les montrer, qui sont dispo à 55 € je crois, donc voilà, ils sont là. Donc le Dvitch Sorcerer Lord, le Slugger Priest, le Night Venator et l'Auric Runmaster. Donc voilà, c'est les 4 qui sont disponibles. Vous pouvez jouer avec, franchement. Vous pouvez prendre directement les stats et puis prendre un proxy. Moi, je jouerais comme ça. Je n'achèterais pas les figurines parce que voilà, c'est juste des héros et puis ça apporte rien au jeu, juste des stats supplémentaires. Mais vous pouvez jouer avec les héros. On a aussi des monstres exotiques. Alors c'est pas des ananas ni des fruits de la passion. C'est juste en fait des monstres supplémentaires, voilà, qui peuvent être intégrés. Donc l'Exalted Flammer of Dvinch et l'Herald of Dvinch. Donc pareil, tableau de compétences, de comportement, etc. Donc c'est assez sympa, pourquoi pas, ça permet aussi aux joueurs d'acheter d'autres trucs s'ils veulent prolonger l'expérience, etc. Donc on a l'application, les héros supplémentaires, on a des héros aussi supplémentaires dans le White Dwarf qui va sortir là bientôt, fin du mois ou l'autre, le prochain, où on a un gros mec à la hache, pardon, moi je connais pas tellement l'univers Dev de Sigmar,
d'Age of Sigmar, pardon, peut la voir rauque. Mais voilà, vous allez pouvoir mettre un mec le champion de Norgul, je crois, si je dis pas de bêtises. Assez classe la figurine, hein, mais bon, faut compter quand même une vingtaine d'euros, je crois, pour la figurine, ou 19. Ça reste assez cher. Donc hop, je vous remontre le livret, donc voilà, parce que la boîte, elle est un peu rangée à côté. Warhammer Quest Silver Tower, de 2 à 4 joueurs, vous pouvez jouer tout seul sans problème, faut juste prendre 2 personnages, ça se fait très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc je vais poser ça là-dessus, hop, ça vaut 125 euros, faut pas avoir peur de monter les figurines. Alors moi, si on me les aurait pas montées, je sais pas comment j'aurais pu faire, parce que c'est vraiment compliqué. Mais vous pouvez le faire sans souci, avec un petit peu de temps d'attention. On va finir sur ce que je pense du jeu de la deuxième version et de l'ancienne, ce que j'ai attendu, ce qui est cool, ce qui est moins cool, et on finira là-dessus. Les points positifs de cette réédition de Warhammer Quest, de très belles figurines, du très bon matériel, le système 2D qui est vraiment une nouvelle fraîcheur dans ce gameplay comparé à l'ancien, ça corrige vraiment les défauts de l'ancien. Chaque héros maintenant est vraiment spécifique, il a un gameplay propre à ses habilités et à ses traits, et ça fait très plaisir et ça redynamise totalement le jeu. Les événements aussi, comment on les tire, donc c'est plus des cartes comme l'ancienne version, là on va avoir un livre comme le livre dont vous êtes le héros, vous allez prendre 2 dés comme je vous l'ai dit, vous allez les lancer, vous allez voir ce que ça fait, donc chaque partie va être unique, va apporter son lot d'imprévus, donc là on va plus trouver les mêmes cartes qui vont tourner, donc ça fait aussi plaisir. C'est vraiment une très belle réédition, moi je trouve, pour ce Warhammer Quest. Les points négatifs maintenant que j'aurais aimé voulu avoir sur cette édition, bah, c'est le manque d'RPG, le manque de campagne comme on l'a eu dans la précédente édition, à savoir que voilà, on pouvait looter de l'or, on pouvait combattre des dragons, on pouvait combattre même la totalité de la gamme hein, de Games Workshop. Là, ça vient de ressortir, faut voir vraiment sur la longévité ce qu'ils vont faire. Est-ce que ce petit nom en dessous de Warhammer Quest Silver Tower, ça annonce une seule édition, un seul donjon, il y en aura d'autres plus tard. Personnellement, je pense que oui. Ensuite, voilà, j'ai pas la science infuse, je sais pas ce qu'ils veulent en faire et jusqu'à où ils veulent emmener leur jeu, mais je pense qu'ils vont vraiment le suivre, j'espère pour eux. Sinon, au-delà de ça, hormis le côté RPG, le côté or qui manque vraiment un jeu, donc c'est l'aspect campagne, hein, même si le donjon est aléatoire, les salles qui disparaissent aussi sont géniales, je trouve l'idée vraiment excellente. Le petit bémol encore que je peux rajouter sur ce jeu, ça reste les cartes compétences. Alors les cartes compétences, on a certes un gain de pouvoir sur notre héros, mais c'est un gain qui est générique, c'est-à-dire qu'on le mette sur tel ou tel héros, ça va être la même chose, grosso modo, on va pas sentir vraiment de différenciation, et c'est vraiment dommage parce que quand on voit que chaque héros a un trait et puis des habilités propres à leurs caractéristiques, on aurait aimé avoir en fait, ne serait-ce même pas des cartes, hein, juste un tableau de compétences en nous disant voilà, bah, si vous augmentez à ce niveau, vous pourrez soit récupérer celle-ci ou celle-ci, etc. Une sorte d'arborescence de compétences propres vraiment aux traits de personnage. Je pense que c'est ce qui manque vraiment et ce qui permet de dissocier un peu. Sinon, il y a aussi les tuiles. Alors les tuiles, c'est un grand débat, je vais pas épiloguer là-dessus parce que moi je les trouvais vraiment pas belles. Ensuite, tout en lisant le background derrière et un peu la Silver Tower, ben, je me rends compte que ça colle au thème. Alors, ça m'a pas fait aimer plus que ça les tuiles, hein. Je les trouve très correctes, elles sont animées, elles ont le mérite d'être originales, donc ça, faut vraiment saluer quand même les mecs qui ont fait les tuiles. On peut ne pas aimer, ça c'est sûr et certain, hein. Ça peut dérouter, mais ça colle au thème. Ça colle au thème d'avoir un donjon un peu chaotique, qui sème la confusion, on est dans la rêverie du gun summoner, etc. Donc ça colle parfaitement au thème. Les mecs sont pas hors sujet dans leur copie, c'est juste, voilà, ça fait désordre, mais c'est voulu, c'est entièrement assumé, parce que c'est justement ce sentiment qu'on veut donner aux joueurs. Au-delà de ça, est-ce que c'est un jeu qui a le mérite d'être acheté? Franchement, si vous cherchez un bon dungeon crawler et que vous aimez l'univers Warhammer et que vous voulez vous mettre peut-être à Age of Sigmar, allez-y les yeux fermés. Ça vaut 125 euros quand même, faut le noter, faut monter les figurines, etc. Alors les peindre, ça vous faites ce que vous voulez à côté, mais je pense que ça a le mérite d'être dans une ludothèque, parce qu'il y a vraiment cet aspect fraîcheur, etc., notamment sur son gameplay qui lui est propre. Ensuite, à voir vraiment jusqu'où ils vont emmener son jeu.
pour sortir des nouvelles boîtes, des nouveaux héros, je sais pas. Mais en l'état, là, il y a vraiment de bonnes parties à se faire, et puis chaque aventure reste unique, il y a plein d'aléatoires qui vont rendre la partie unique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, vous êtes de plus en plus nombreux maintenant à commenter, ça fait plaisir, c'est cool. Du coup, vous vous débridez un peu, et ça c'est classe. N'hésitez pas à mettre un pouce like, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je crois que là on doit être dans les 700, on avoisine les 700, c'est juste fou. Alors merci encore, hein, je sais pas d'où vous sortez, mais ça fait plaisir. N'hésitez pas à visiter le forum du Cœur de la Loge pour voir d'autres vidéos de vidéastes français, hein, des tutos de peinture, etc. N'hésitez pas aussi à voir le nouveau Facebook dont je fais partie, qui est un groupe de wargamers, eux qui présentent des figurines, des jeux de figurines, des rapports de bataille, etc. Donc pour les figurinistes sur ma chaîne, allez-y, hein, ça peut toujours vous amener deux petits trucs. Et moi, je reviendrai avec une partie de Warhammer Quest en solo, hein, pour vous montrer comment ça dégoupille. Mettez-moi dans les commentaires si vous voulez vraiment une partie complète de la première épreuve, car ça va spoiler, je vous le dis tout de suite. Ou si vous voulez vraiment un tour de jeu sur, par exemple, 2-3 tuiles, et dès que j'arrive à un mini-boss, hop, je tue par exemple le mini-boss et on s'arrête là, on regarde pas le dénouement. Dites-moi vraiment ce que vous voulez et ce que vous avez en tête. Moi, les deux m'intéressent, il n'y a pas tellement de soucis là-dessus. Je pourrais faire une partie hyper courte de 30 minutes par exemple, et puis m'arrêter à 30 minutes en mettant un timer pour éviter de vous spoiler au maximum. Donc mettez en commentaire, à défaut, je ferai une partie voilà, un peu complète, et ceux qui aimeraient la voir jusqu'au bout resteront, ceux qui justement éviteraient de se faire spoiler, ils verront les 15 premières minutes, et puis ils iront ensuite fermer la page. Écoutez, d'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, je vous fais des bisous, je vous embrasse, passez une bonne soirée, à bientôt, jouez bien, ciao ciao.